La frontière Canada-États-Unis a été fixée en plusieurs étapes. Sa première partie a été fixée par le traité de Paris de 1783 qui a mis fin à la Révolution américaine. La frontière a donc été la limite entre les 13 colonies rebelles et les colonies qui sont restées loyales à la Grande-Bretagne et qui formeront plus tard le Canada. Il aura fallu plus d'un siècle d'arbitrage, de négociations et de traités pour que les deux pays s'accordent sur sa démarcation sur toute sa longueur. Malgré quelques tensions ponctuelles, le processus a été relativement pacifique et les deux pays ont avant tout recherché le compromis. Le deuxième élément qu'il convient de souligner, c'est le caractère non défendu de la frontière. Contrairement aux frontières européennes, elle n'a jamais été un front militarisé. Les dernières fortifications ont été construites en 1870 et à partir de cette date-là, elle a été connue comme étant la plus longue frontière non militarisée au monde. Le Canada et les États-Unis ont construit sur les bases de cette frontière ouverte une relation à la fois pacifique et très prospère. En 2000, la frontière est une frontière très fréquentée. 8 milliards de dollars de marchandises la traversent chaque jour. Plus d'1,3 million personnes la traversent également. Ce sont deux pays hautement intégrés et interdépendants qui ont tissé des liens à travers cette frontière. Ils partagent la plus importante relation commerciale au monde. À titre d'exemple, 71% des exportations canadiennes vont aux États-Unis. Cela représente 33% du PIB canadien. Le commerce bilatéral est beaucoup plus important que le commerce intraprovincial au Canada. Et plus que de juste commercer entre eux, le Canada et les États-Unis fabriquent en fait ensemble des produits. Les industries ont intégré leur chaîne de production à travers cette frontière ouverte. Ils ont transcendé cette frontière ouverte. Par exemple, le secteur automobile a été pionnier dans le domaine. Il faut savoir qu'une voiture traverse la frontière 7 fois au cours de son processus de production. Historiquement, les entreprises automobiles américaines ont implanté des filiales au Canada afin de profiter des avantages comparatifs qu'offrait le Canada, une main-d'œuvre qualifiée et bon marché, une assurance santé publique qui évite aux entreprises américaines d'avoir à payer cette assurance et une proximité avec les États-Unis, un système d'infrastructure, un système de transport qui est intégré avec les États-Unis et qui permet d'avoir des coûts de transport intéressants. Mais lorsque les attentats du 11 septembre surviennent, cette frontière dont l'ouverture était synonyme de prospérité devient une source de vulnérabilité et de méfiance. Toute une rhétorique se met en place autour de cette frontière ouverte, qui est aussi une frontière poreuse, qu'on présente comme une passoire, et qui exposerait les États-Unis à des terroristes. La conséquence est immédiate, les États-Unis souhaitent renforcer cette frontière non défendue, mais la sécurisation de la frontière n'est qu'un aspect. Ils souhaitent mettre en place ce qu'ils appellent une frontière intelligente, une frontière qui puisse allier sécurité et commerce, qui puisse permettre aux États-Unis de renforcer la sécurité sans toutefois entraver les échanges dont ils dépendent. Pour ce faire, ils mettent en place une nouvelle frontière qui se construit sur 3 piliers: les technologies, la collecte de l'information et la coopération avec le Canada. Le projet qui apparaît à première vue comme un projet novateur s'avère très rapidement inefficace et conduit à ce que beaucoup d'observateurs appellent l'épaississement de la frontière. Cet épaississement se manifeste de plusieurs façons. Tout d'abord, une perte de flexibilité, une frontière qui est beaucoup plus coûteuse à traverser et aussi beaucoup plus imprévisible à traverser en raison des contrôles et de la congestion liée à ces contrôles. Au final, moins qu'une frontière intelligente, ce qui s'est passé après le 11 septembre, c'est la mise en place d'une frontière qui agit comme un frein pour les entreprises, des entreprises qui étaient habituées à commercer de façon fluide à travers cette frontière et qui s'en détournent, qui changent d'attitude, qui utilisent des attitudes beaucoup moins rentables pour commercer. Mais cette frontière agit aussi comme un frein pour les individus qui s'en détournent, notamment les Américains, des Américains qui traversaient la frontière parfois pour moins de 24 heures et qui désormais ne traversent plus. Il était en effet commun pour les Canadiens et pour les Américains de traverser la frontière pour moins de 24 heures pour aller assister à un match de l'autre côté de la frontière, pour aller au restaurant, pour aller visiter des amis, puisque cette frontière était une frontière qui n'était pas ressentie comme une véritable frontière. Psychologiquement, elle n'existait pas avant le 11 septembre et depuis 2001, elle s'est beaucoup renforcée. Pour résoudre ces problèmes liés à la frontière, en 2011, les États-Unis et le Canada ont passé un deuxième accord, l'accord
par-delà la frontière, qui avait pour but de faire gagner la ligne internationale en flexibilité, pour lui rendre sa flexibilité d'antan. Pour ce faire, les deux pays ont mis en place des contrôles harmonisés, ils ont développé l'information préalable et ils ont décidé d'intégrer certaines facettes de leur système de sécurité, en améliorant la coopération. Cet accord a été perçu comme le signe d'un engagement politique fort entre l'administration Obama et l'ancien Premier ministre Stephen Harper, un engagement politique des deux côtés de la frontière, une source de prospérité.